Le marché est en train de faire un truc que je n'avais plus vu depuis bien longtemps. Il est en train d'applaudir la paix pendant que les bombes tombent pour la 10e nuit consécutive. 10 nuits, 3 soldats américains qui sont décédés ce week-end, Trump qui jure que l'Iran va payer plusieurs fois le prix, et pendant ce temps-là, Wall Street vend le pétrole. Oui, parce qu'un porte-parole iranien a lâché le mot magique « négociation ». Pas de détails, pas de qui, pas de quoi, pas de où, pas de comment, juste un mot, et ça a suffi à faire plier le baril. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter comment un marché peut réussir la meilleure saison de ses résultats depuis 3 ans et reculer quand même, et rester jusqu'au bout parce que la vraie bombe, elle n'est peut-être pas au Moyen-Orient, elle est planquée dans un carnet d'ordre de 638 milliards de dollars, et si elle explose, même les feux du 4 juillet auront l'air d'un pétard mouillé. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, on est mardi, il fait chaud, les volumes sont maigres, les nerfs sont à vif et le marché vient de nous offrir la 3e séance dans le rouge d'affilée. Rien de dramatique bien sûr dans les chiffres, mais tout est dramatique dans l'ambiance. Aujourd'hui le pétrole, les taux qui remontent en douce, Trump qui ressort une loi de 1930, Michael Burry qui rigole, et un marché qui retient son souffle jusqu'à jeudi soir. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 juillet 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, l'expression « comme un lundi » a pris tout son sens. Le marché s'est comporté comme quelqu'un qui ne sait pas où il va, parce qu'effectivement, il ne sait pas où il va. Il attend de savoir où on va et surtout comment est-ce qu'on y va. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Ouverture pleine de testostérone, le Nasdaq qui bombe le torse à plus de 1,2% de hausse. Et puis, l'après-midi, pouf, tout s'est ratatiné comme un ballon d'anniversaire que vous retrouvez dégonflé sous le canapé le lendemain matin. Sauf que là, c'est pas vraiment la baisse qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt la trajectoire. On commence la journée gonflée à bloc et puis on la finit la queue entre les jambes comme si personne, mais alors personne, ne voulait passer la nuit avec la moindre position ouverte. Comme si tout le monde était terrorisé à l'idée qu'il se passe un truc pendant qu'on dort. Un truc comme, je sais pas moi, des droits de douane surprise sur le Canada, au hasard. Donc si on résume la journée en une phrase, personne n'ose acheter, personne n'ose vendre, tout le monde attend la preuve. Mais la preuve de quoi? Que les montagnes de milliards balancées dans l'intelligence artificielle vont finir un jour par cracher un vrai bénéfice? Ça, on pourra en reparler jeudi matin. Oui, parce que mercredi soir, il y aura Alphabet, Tesla et IBM qui vont ouvrir le bal de la tech. Intel enchaînera jeudi. Et pile au milieu de tout ça, Dame Christine et la BCE seront là jeudi. Alors Dame Christine Lagarde, qui ne va rien faire sur les taux a priori, mais qui va avoir l'air de réfléchir très très intensément avec cette immobilité totale et pleinement assumée dont seuls les banquiers centraux ont secret. Bref, on ne va nulle part, mais on y va avec une grosse conviction. Autrement, eh bien, ça continue de saigner du côté d'Ormuz. 10e nuit de frappe américaine sur l'Iran. 3 soldats américains tués en fin de semaine. Trump qui hurle sur Truth Social que Téhéran payera plusieurs fois le prix. Et en face, l'Iran qui parle de guerre totale le matin et de discussions ainsi que des messages l'après-midi. Mais le marché, lui, il trie. Il ne garde que ce qui l'arrange. Il se raccroche à l'espoir de paix, comme Leonardo DiCaprio se raccrochait à sa planche dans le Titanic, même si ça ne s'est pas super bien terminé à la fin quand même. Alors, oui, on vend le pétrole. Pourquoi est-ce qu'on vend le pétrole? Eh bien, parce qu'un porte-parole iranien a déclaré que des médiateurs avaient transmis des propositions. Lesquelles? Mystère, à qui? Aucune idée, mais peu importe, le mot négociation suffit à faire plier le baril. Bref, le pétrole rebaisse parce qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu. Sauf que sur le terrain, le décor raconte exactement l'opposé. Le trafic dans le détroit d'Ormuz s'est effondré de 66%. 53 passages contre 157 la semaine d'avant. À peine 15% du niveau d'avant-guerre. Les Houthis viennent de décréter un blocus contre l'Arabie Saoudite, ce qui bouche au passage la porte de secours de la mer Rouge. Et l'essence est repassée à 4 $ le gallon aux États-Unis. Et certains stratégistes américains commencent à dire que le marché reste, à leur avis, beaucoup trop complaisant pour ce qui est du pétrole. Et qu'on peut facilement repasser au-dessus des 100 $ le baril si ça venait à s'éterniser. Hier, il y en avait un autre stratégiste
qui parlait de 150. Alors on est bien d'accord, tout le monde joue l'objectif sur le pétrole aux fléchettes, mais on sent quand même bien que tout peut basculer le jour où quelqu'un se rend compte que ça va pas le faire, ou que l'un des deux camps va un pont trop loin. Il reste à savoir ce que veut dire trop loin. Pour l'instant, on a dit négociation, donc c'est bon pour la paix, donc on vend. La finance, c'est parfois cette espèce de théâtre magnifique où l'on applaudit avant même que les comédiens soient montés sur scène. Maintenant, le truc que personne ne veut regarder en face et que je vous répète depuis des mois, c'est qu'un pétrole qui grimpe, c'est de l'inflation future qui vient gonfler l'addition. Et l'inflation, ça réveille les taux. Le rendement du 30 ans américain a bondi à 5,12%, c'est du jamais vu depuis la mi-mai, et on se rapproche dangereusement de l'ancien plus haut à 5,20. Le 10 ans passe de 4,55 à 4,59, et tout le monde retient son souffle en attendant de voir ce que Warsh va nous sortir la semaine prochaine. Parce que la question n'est plus de savoir si les taux vont monter, la question c'est quand, combien de fois et jusqu'à où. Et puis alors on a aussi l'autre côté de la Manche au niveau des taux, et c'est pas vraiment mieux, parce qu'au Royaume-Uni, l'arrivée du travailliste Andy Burnham à Downing Street, qui a d'ailleurs viré sa chancelière Rachel Reeves dès le premier jour, eh bien, n'a pas vraiment plu au marché. La nouvelle a propulsé le gilt à 10 ans de 4,95 à 5,04. En gros, traduction, les marchés n'aiment pas Burnham et ils lui le font savoir à coup de rendement. En Allemagne, le Bund est à 3,15 et l'OAT français est à 3,95 de rendement. Partout, c'est la même rengaine. Montrez-leur un gouvernement qui dépense un peu trop et la sanction tombera à la vitesse d'un tweet de Trump. La discipline budgétaire n'a jamais été une option, c'est une menace permanente signée par le marché obligataire. Mais là non plus, on ne veut pas le voir. On se dit que quand la paix avec l'Iran tiendra plus de 45 minutes, bien évidemment, tout ira mieux. On se rassure avec ce qu'on a, et pour l'instant, aussi fou que ça puisse paraître, ça marche. Et puis comme on ne parlait plus assez de lui depuis la fin de la Coupe du Monde, Trump a refrappé. Il vient de coller 50% de droits de douane sur une partie des importations canadiennes en s'appuyant sur, tenez-vous bien, la section 338 du Tariff Act de 1930, une relique de la Grande Dépression. Elle n'a jamais été utilisée jusqu'ici, elle a été ressortie du placard pour l'occasion avec un petit coup de chiffon, entrée en vigueur dans 30 jours, histoire de laisser un créneau pour les discussions et pour évidemment nous faire un taco trade comme d'habitude. Dans le viseur, l'automobile, les produits laitiers, l'alcool et les crosses de quai. Le Canada avait sorti le whisky américain de ses rayons, on lui rend gentiment la politesse. Énergie, potasse, poissons, minéraux critiques en revanche sont épargnés. On n'est pas complètement débile non plus. Un économiste qualifiait hier soir cette manœuvre de très très grosse affaire parce que ça ouvre quand même la porte à la même recette contre, devinez qui, la Chine et l'Europe. Ce qui poussera donc l'inflation américaine vers le haut dès cet automne. Donc je le répète depuis le début, plus de tarifs, plus d'inflation, plus de taux, plus de guerre, moins d'accord avec l'Iran et un pétrole plus cher. Si ce scénario catastrophe se réalise, Warsh va devoir monter les taux d'1% toutes les 3 semaines juste pour espérer un effet avant la fin du mandat de Trump. Pour autant que ce mandat prenne fin un jour et qu'il ne se nomme pas président à vie. Le marché, lui, il préfère fermer les yeux pour le moment. Côté semi-conducteur, c'est du grand n'importe quoi et c'est plutôt pas mal. Alphabet a pris 1,5% sur une info comme quoi Google graverait dorénavant son modèle Gemini dans le silicium. Nom de code Frozen V2. Une puce 6 à 10 fois plus efficace par token. Déploiement prévu en 2028. Autant dire dans une autre vie, mais le marché ne résiste jamais à un beau rêve lointain. C'est même carrément la spécialité maison des hyperscalers. Dans la foulée, AMD sort Helios, premier système de rack complet pensé et censé tenir tête à Nvidia, avec Microsoft qui rejoint Meta, OpenAI et Oracle au tableau des clients. Le titre bondit de 4%. Nvidia règne toujours sur 95% du marché. AMD se contente de 4,5%. Mais si l'Isasu ne réussissait à en grignoter que 20%, on parle déjà de centaines de milliers de milliards de dollars. Pendant ce temps-là, en Corée du Nord, on cherche un coupable pour la volatilité. Le président Lee Jae-myung pointe du doigt les ETF à effet de levier sur titre unique. Beaucoup sont adossés à Samsung et à Hynix, qui tous les deux étaient en baisse récemment. Comme tous les politiques de la planète, c'est tellement facile de venir donner des leçons après la pluie. Ça me fait penser à ces anciens premiers ministres qui n'ont rien foutu au pouvoir et qui reviennent expliquer qu'ils sont prêts à sauver le pays parce que cette fois, ils ont compris. Et le pire, c'est qu'il y en a qui les croient. À Séoul, donc, personne ne se pose la seule vraie question valable. Et si le problème, c'était que 2 malheureux titres pèsent à eux seuls pratiquement 3/4 de l'indice? Mais non, c'est la faute du levier. On accuse toujours l'outil et jamais la main qui le tient. On engueule la fourchette parce qu'on a pris 3 kilos pendant le week-end. Et là,
Et là, on arrive finalement au morceau de bravoure que j'attendais. Michael Burry. Vendredi, les médias l'ont démonté en annonçant qu'il avait soldé son short sur Oracle, et sa réponse sur X était d'une sobriété et d'une violence admirable. Fake news, j'ai couvert la moitié parce que je gagne tellement de pognon. Traduction, il empoche une partie de ses gains sur une position qui était un petit peu trop grosse et il reste short. Et d'ailleurs, il peut sourire, il a de quoi sourire puisque Oracle a touché un plus bas à 52 semaines à 121,5 $, 63% sous son sommet. S&P a rétrogradé la note à BBB-, un cran au-dessus du junk bonds, en pointant le fait qu'OpenAI représente la moitié d'un carnet de commandes de 638 milliards de dollars et un trou de trésorerie projeté à 42 milliards. Sauf que voilà le problème, Oracle ressemble de plus en plus à de la daube. Et les chiffres donnent carrément le tournis. S'il y a le moindre grain de sable qui vient se glisser entre OpenAI et Oracle, c'est tout le château de cartes de l'endettement autour de l'IA qui va nous péter à la figure. Et ça pètera tellement fort qu'on le retrouvera pendant des années. Voilà. Peut-être que la vraie bombe, c'est là et pas forcément le détroit d'Ormuz. On notera aussi que les puces mémoire ont un peu rebondi sur quelques relèvements de recommandations. Alibaba a gagné 3,3% à Hong Kong en dévoilant Qwen 3.8. Max, 2400 milliards de paramètres, deuxième meilleur modèle du monde derrière Anthropic, paraît-il. Deuxième démonstration chinoise en une semaine après le Kimi K3 de Moonshot, qui avait quand même un peu flanqué la frousse au semi-conducteur vendredi, souvenez-vous. Le ping-pong Pékin-Californie continue de plus belle. Récapitulons donc. La saison des résultats est excellente, il n'y a pas d'autre terme. 88% des 50 premières entreprises du S&P 500 battent les attentes. Meilleur début depuis 3 ans. Croissance des bénéfices projetée à 28% et pourtant, le marché recule. Il recule parce qu'on ne demande plus si les attentes seront dépassées. On se demande si elles le seront suffisamment. Quand vous placez la barre à une hauteur de la Voie lactée, même une copie parfaite passe pour une légère déception globale. Le monde merveilleux de la finance, en une phrase, c'est l'endroit où vous pouvez tout réussir, faire tout juste et quand même vous faire engueuler à la fin. Et puis c'est l'été, les volumes sont maigres, les nerfs sont à vif et on s'invente des drames pour tromper l'ennui parce qu'il faut bien trouver le temps de s'occuper. SpaceX est passé sous les 120 $ et vient d'aligner sa 7e séance de baisse d'affilée. Jean-Noël Barrot fait les gros yeux à l'Iran après que 2 agents de l'ambassade de France se sont fait molester. Il dénonce une atteinte gravissime au pays, sauf que les Iraniens savent même pas qui c'est, Jean-Noël Barrot. Ceci dit, il a toujours l'air de faire les gros yeux, Jean-Noël Barrot. Et c'est surtout toujours aussi passionnant de voir des ministres s'énerver à géométrie variable pour tenter de regagner un peu de respect, que de toute façon ils ont perdu à tout jamais. Alors, qu'est-ce qu'on retient ce matin ? On remet le pétrole à demain, on reparlera des taux à l'automne ou peut-être la semaine prochaine en fonction de l'humeur de Kevin Warsh. L'IA de Google, on en reparle en 2028, mais on en reparle quand même demain soir pour les résultats. On repousse tout, on ferme les yeux, on croise les doigts pour que la paix tienne plus longtemps, si on arrive à en trouver une de paix. Le marché achète la paix pour l'instant, pendant que les bombes continuent de tomber. Il fête les résultats en reculant, et la prochaine étape, c'est donc Google demain, ainsi que IBM et Tesla. Et d'ici là, ce mardi, je vous préviens, risque bien d'être encore un tout petit peu chiant. Et comme disait Numéro Bis, c'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça, je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Moi c'est pareil parce que dans ce métier, le vrai danger c'est jamais la tempête, mais c'est souvent le silence qui précède la tempête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et puis surtout, il faut aussi liker la vidéo, la partager et la commenter. Ça c'est surtout pour exciter l'algorithme de YouTube. Belle journée à tous et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.